le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps pour témoigner sur du coup ce métier des sexos. Ok, merci. Et tout d'abord, du coup, une question assez simple. Est-ce que tu pourrais te présenter avec ton nom, ton prénom, et puis quelle fonction, quelle dénomination professionnelle tu utilises toi pour te présenter? Alors, je m'appelle Thierry Bunas, je suis sexologue et analyste transgénérationnel dans le Blaisois, au centre de la France. Voilà. Super. Et quel a été ton parcours professionnel du coup pour en arriver là? Alors, le parcours professionnel, il est très long, puisque j'arrive quand même à la soixantaine, là. Donc, il a démarré par le fait d'être artiste D'accord. et faire de l'art-thérapie. De l'art-thérapie, j'ai été entraîné dans de la psychothérapie, sexothérapie. Et de la sexothérapie, je suis allé passer le DIU de sexologie. Après, j'ai fait de l'analyse transgénérationnelle. Et puis après, je suis allé encore beaucoup plus loin en passant à une spécialisation, un DU sur les violences sexuelles et la psychotraumatologie, et puis la pratique de l'EMDR. Voilà, et on arrive à peu près aujourd'hui, et je pense que c'est pas fini. Ma curiosité n'est pas éteinte. Donc ce que j'attends, c'est quand même un peaufinage au fur et à mesure. Donc, au départ, cet outil qui est global, qui est l'art-thérapie, et puis au fur et à mesure, quelque chose qui se peaufine, qui se développe et qui se structure avec toutes les formations que tu as faites. Alors en fait, au départ, il y a pas de lien direct D'accord. avec la sexualité, avec la sexologie. C'est plutôt la dynamique de l'élan de vie et comment il est freiné qui m'intéresse. Euh, c'est ça qui m'attire, c'est aider les personnes autour de moi qui sont en souffrance et essayer de trouver comment les accompagner et comment m'accompagner moi-même en passant, hein, parce que ça passe aussi toutes ces choses par des années de thérapie personnelle et de soins, hein, pour soi et pour pas être finalement à côté de ce qu'on écoute quand on écoute des personnes, des patients ou couples en thérapie. Et donc, au départ, tu as quand même été art-thérapeute ou bien ça a été une étape de ta formation, mais tu n'as pas forcément exercé dans ce métier-là précisément? Alors, j'ai exercé dans ce métier-là, pas avec le titre, puisque le titre est protégé, hein, mais je faisais fonction de. Et c'est là où j'ai mis finalement les doigts dans l'accompagnement psychothérapeutique. Mais j'avais 25 ans, 25-30 ans. Et donc, à cette époque-là, tu étais en libéral ou tu étais dans une institution spécifique? J'étais en libéral. J'ai toujours été indépendant. J'ai toujours été travailleur indépendant. Oui. Et donc, parce que de ce que j'en connais, moi, les art-thérapeutes, ils sont ouverts sur l'outil, mais avec des spécialisations ou avec des propositions par rapport à certains types de clients. Toi, du coup, ton orientation, c'était quoi tout au départ quand tu t'étais installé? Alors, je ne me suis pas installé comme art thérapeute, j'étais installé
comme plasticien. D'accord. Et c'est au titre de plasticien qu'on m'a fait faire de l'accompagnement auprès des grands précaires avec l'outil art plastique. Et en fait, j'ai été accompagné par des gens qui étaient psychanalystes, éducateurs. Et petit à petit, bah, je les ai suivis, je les ai accompagnés. Hein. Ça a été des pères, des maîtres avant d'être des pères. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a fait prendre conscience justement de cette notion de l'intime, de la sexualité et qui t'a fait développer toutes ces autres formations après? En chemin, alors d'abord ma formation de psychosomatothérapeute au départ, hein, c'est des néo-reichiens, hein, pour ceux à qui ça parlerait. Il y avait évidemment, Reich était quelqu'un qui était très, très engagé autour de la sexologie. Donc, il y avait de la sexothérapie et il y avait de la sexoanalyse. Bon, j'ai pris ça dans le fil de la formation, sans plus, hein, sans fixer dessus. Et puis, au fur et à mesure des thérapies personnelles, bah, j'ai revécu un événement de mon enfance ou d'agression. Et du coup, là, ça a éveillé en moi une certaine forme de curiosité, puis un éclairage sur mon vécu intime à moi. Et du coup, il a fallu aller plus loin. Et aller plus loin, c'était aller sur le chemin du DIU, c'est à l'université, pour avoir le maximum de bagages bien rationnels, bien cadrés, j'ai envie de dire. Donc, j'entends que cette curiosité pour comprendre et puis aussi, du coup, pour soigner. Et après, qu'est-ce qui a fait que l'élan a continué pour vouloir le partager et puis pour pouvoir l'utiliser en tant que profession? Alors là, j'étais déjà psychothérapeute. Donc, Ok. du coup, avec le DIUSH, je me suis installé, j'ai changé ma version, mon titre en sexologue, sexothérapeute. Et puis, ben, en cheminant avec des thérapies de couple, des accompagnements sur les différents troubles des uns et des autres, je trouvais des limites. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Il y avait des éléments qui me paraissaient peu évocateurs et sur lesquels je n'avais pas d'outils. Euh, pas de perception intellectuelle non plus. Hein. Et bah, sur mon chemin a été mis à ce moment-là l'analyse transgénérationnelle, enfin la psychanalyse transgénérationnelle. Mais comme je n'ai pas fait de psychanalyse, je ne porte pas le titre de psychanalyste. Je ne me le permettrai pas. Et donc l'analyse transgénérationnelle m'a ouvert d'autres horizons et permis de comprendre là où ça bloquait, là où on ne trouvait pas les chemins, les portes, les compréhensions, les explications avec certains couples ou pour certains troubles. Et évidemment, ça, bah, on recommence, hein. On fait un arbre de sa famille, je monte à cette génération, je travaille plusieurs années sur mon arbre et je découvre un arrière-grand-père pédophile. Et voilà, et donc la boucle se boucle. Je ne suis pas simplement un artiste qui a dévié comme ça, je suis aussi quelqu'un qui répare. Qui répare parce que dans mon histoire, dans mes racines, eh ben, il y a cette monstruosité-là. Je Et trouve, l'analyse transgénérationnelle, bah, en m'éclairant, m'a donné aussi envie d'aller beaucoup plus loin justement sur le travail auprès des violences, auprès des personnes incestées ou violentées dans l'enfance ou après. Et là, bah, il a fallu retourner à l'université, hein, chercher encore du matériel en psychotrauma et puis dans la clinique des violences sexuelles. je trouve ça vraiment super clair comment tu expliques et comment tu permets de faire comprendre ces liens et ces passages-là. C'est en tout cas de la manière dont tu poses les mots. En tout cas, moi, je trouve ça quelque chose de très clair de ce maillage d'étapes et de compréhension qui pose des choses en fait. Ouais. Quelles sont pour toi les compétences nécessaires pour exercer cette profession du coup? Ah, les compétences. Euh, La principale compétence, ça serait de vraiment se positionner en adogmatique, c'est-à-dire de ne pas se fermer dans une école. Euh, Moi, j'ai découvert plein d'écoles et je découvre encore des écoles aujourd'hui. Alors, je ne parle pas des écoles, de toutes les choses qui ont été créées dans le paramédical et de toutes les... Je ne sais pas quel mot employer. Enfin, il y a plein de choses.
hein, qui ont été créées, qui sont récentes, qui prennent des mots, qui reformulent des trucs qui existent déjà. Non, ce sont vraiment des grandes écoles Les psychanalytiques, courants de pensée, quoi, finalement, classiques. ouais, des grands courants de pensée qui viennent de très très loin et qui se sont actualisés avec le temps et de bien les intégrer. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment intégratif, aspirer et faire un petit peu sa soupe, tout en se référant aux anciens qui ont réfléchi et qui ont bien bossé. Enfin, pour ceux qui ont réfléchi et bossé. Euh, donc c'est ça, c'est être adogmatique et rationnel, mais non normatif. C'est-à-dire que c'est pas suivre le bouquin Mars et Vénus, par exemple, hein, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, hein, qui est une immense bêtise. C'est vraiment être hors norme, mais en même temps rationnel. Toujours curieux. La curiosité, je pense que c'est une compétence. Être bienveillant avec les personnes, quelles qu'elles soient, même les auteurs de violences sexuelles. Il faut pouvoir bosser avec. Donc ça demande aussi un petit travail intérieur, j'imagine, hein, pour la plupart. Euh, il faut être clair, essayer d'être clair avec soi-même pour pouvoir éclairer le chemin des autres et leur faire des propositions de réflexion. Il faut surtout, ouais, la patience, être patient, leur laisser le temps. Laisser le temps aux personnes de pouvoir dire stop, je ne peux pas aller plus loin ou j'ai plus rien à dire, et de revenir avec soi ou avec un autre thérapeute 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après pour reprendre le travail parce qu'ils n'étaient pas prêts avant. Donc, c'est pas, en effet pas forcer les choses et puis considérer que euh, la vérité, elle n'est pas dans une théorie, elle est dans le chemin qu'on fait. Oui, donc tu parles à la fois effectivement de tous ces concepts qui sont nécessaires de maîtriser, mais aussi toutes ces expériences où il faut être dans Oui, un respect du rythme des personnes en face oui, clairement. et quand même de rester dans de l'expérimentation et pas que d'être dans des concepts que de l'analyse, quoi. Oui, bien sûr. Et en ce qui me concerne, pas toucher les gens. C'est-à-dire que ma première formation, ma seconde vie de psychosomatothérapeute, je la laisse de côté. Même si, par exemple, en analyse transgénérationnelle, l'école dans laquelle j'étais était très, très branchée médecine chinoise. N'empêche que on ne touche pas les gens, pas dans le domaine de la sexualité. Ok, donc c'est aussi un des critères qui pour toi semble nécessaire de dire, en tout cas, Mais dans ma manière de prendre en charge, c'est non négociable, quoi. ouais, c'est non négociable, je ne touche pas les personnes. Par rapport justement à ce que tu abordais en demi-mot, là, toutes les connaissances qu'il y a sur la sexualité, sur la vie intime, donc on en entend partout et effectivement, notamment beaucoup sur Internet. Oui. Ma question, elle est un peu double. C'est d'une part, comment toi, tu fais la part des choses entre tout ce qui est véhiculé et d'une autre part, si des gens viennent et qu'ils ont ce questionnement de bah, j'ai entendu ça, mais je sais pas quoi en faire ou j'aimerais bien me coller à ça, comment tu aides, comment tu accompagnes les personnes à pouvoir faire la part des choses avec toutes ces connaissances et ces informations? Bah, évidemment, on le sait tous, hein, sur Internet, il y a tout. Voilà. Tout l'empan de ce qui est possible, pas grand-chose et c'est génial, existe. Il y a des organismes, hein, qui donnent du matériel assez rationnel et assez rassurant. Et puis, il y a aussi plein de professionnels, hein, qui font des blogs spécialisés, qui s'investissent, qui font des vidéos, des textes. Il y a des sites, il y en a un sur lequel j'ai écrit plusieurs textes. Il y a des sites qui font de l'information, hein, où on est quelques dizaines de psy et de sexos à écrire. Euh, je crois qu'il faut être, encore une fois, faut être curieux, croiser les informations. Et puis, quand on est devant un professionnel, essayer de dire ce que l'on croit et ce que l'on ressent vis-à-vis des choses qu'on a lues. Et puis pour nous, professionnels, d'aller vraiment dans le ressenti de ce que ces personnes vivent. C'est-à-dire, elles ont lu, Le réseau, il je pense bug un par petit exemple peu. à Je un de sais mes pas. pères. Ouais, Je dis que par ouais, le moment, le réseau, il bug. son, Moi, d'accord. ouais, je vérifie, je suis toujours connecté. Ok, on va faire ainsi. Pardon. Oui, du coup, tu disais, voilà, en tant que professionnel. Oui, et puis
Après, le titre n'est pas protégé. Notre titre de sexologue n'est pas protégé. On est d'accord? Donc, le DU n'est pas obligatoire. Le DIU, il est encore moins obligatoire. Suivant les universités, il est plus ou moins fermé aux professionnels, aux paramédicaux et professionnels de santé, voire aux psy, etc., aux médecins. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas un cursus universitaire dans le domaine ne fera pas du bon boulot. Hein, on est entièrement d'accord aussi. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui aura le DUSH ou qui sera médecin sera quelqu'un de génial et de bienveillant. Hein, il peut y avoir, si je puis me permettre l'expression, des sales personnes, même chez mes pairs. Alors, j'ai précisé, hein, mon parcours, je suis ni psychologue clinicien, ni médecin. Donc, j'ai réussi à rentrer par toutes les portes et même à aller faire la formation de MDR. Hein, c'est pas infaisable. Ça demande de se retrousser un peu les manches. Et puis, je crois d'être très, très honnête et clair avec les professionnels qu'on a en face qui ouvrent les portes ou pas. Donc, ce qu'il y a sur Internet et sur les réseaux, s'en méfier. J'ai entendu ne pas, voilà, ne pas rester à la première impression, Ouais, ouvrir comme ça ce champ des possibles, vérifier peut-être un peu ses sources, en tout cas c'est ce que j'entendais oui, en feedback, et puis de vraiment se connecter d'abord à soi finalement. ouais, toujours, toujours. Parce que dans les troubles de la sexualité, de la vie intime et du couple, il y a très très peu de problèmes médicaux, physiologiques, organiques, hein, et on les connaît bien, on les repère vite. Moi, dans ma pratique, en l'espace de 5-10 minutes, je peux dire à une personne, vous quittez le cabinet, vous ne me devez rien et vous allez voir tel gynéco ou tel urologue, hein, ou votre médecin généraliste, parce que là, il y a ça à vérifier d'abord. Et après vérification, vous revenez me voir si c'est pas un problème médical. Ça, on peut le faire que si on a cette formation, j'ai envie de dire, universitaire où on a quelques repères. On peut aller les glaner et les trouver ailleurs, hein, il n'y a pas de problème. Mais ouais, nous, en tant que professionnels, ce qu'il faut qu'on vérifie, ce sont les connaissances des personnes sur leur corps et sur leur fonctionnement, et puis leur ressenti. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de ta profession? Alors, je ne sais pas si les mots sont bien choisis, mais ouais, c'était pour donner un concept comme ça de qu'est-ce qui est fun et qu'est-ce qui est plus compliqué, quoi. Ah, ce qui est compliqué, c'est de confronter plusieurs fois par jour ou des fois plusieurs fois par semaine du traumatisme sexuel de la petite enfance. Ça peut être compliqué parce que les histoires, finalement, euh, bon, peuvent nous secouer un peu. Hein. C'est toujours assez triste de voir la malveillance humaine. Après, ce qui est fun, c'est d'être confronté à la variation de la vie, à toutes les variétés d'humains, d'expression de la vie qui s'opèrent devant nous, et puis, euh, et puis de voir euh, les personnes des fois revivre, reprendre vie, reconnecter avec leur élan de vie, avec leur envie de plaisir, et ça, c'est enrichissant. Puis derrière, je me dis, hein, très égoïstement, hein, que plus il y a de gens qui sont bien avec eux-mêmes, bah, plus le monde est tranquille autour de nous. Chouette. Est-ce que tu as une journée ou une semaine type dans ta manière de t'organiser au niveau professionnel? Non. Et du coup, ça- alors, elle est remplie de quoi, justement, Alors, j'ai oublié de préciser un truc. Dans mon activité maintenant, enfin depuis une quinzaine d'années, donc c'est pas que maintenant, je suis formateur dans le médico-social. Donc je forme en formation continue, donc je forme des professionnels, des éducs, des psys, des infirmières, autour de tous les sujets qui sont directement la sexologie ou bien autour des violences, des dysfonctions familiales, etc. Ce qui fait que dans un mois, je peux être parti 2 semaines, un peu partout en France, hein, parce que je bosse pour un gros organisme de formation continue. Après, quand je suis dans mon cabinet, bah, c'est un patchwork, hein. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je bosse pas. Le mercredi, c'était la journée des enfants, hein. Précision, j'en ai 5 quand même, ça occupe. Ça m'a occupé, parce que maintenant ils sont tous ados, tous grands. Mais du coup, je n'ai pas enlevé cette semaine, cette journée vide pour couper. Donc, 2 jours d'activité, une coupure et 2 jours et demi d'activité, puisque je travaille aussi le samedi matin. Je commence pas très tôt
Et puis, je prends des tranches d'1 heure ou d'1 heure et demie si je fais de l'EMDR. Sur 7 heures, je travaille que 3 quarts d'heure, hein, mais ce qui me laisse toujours un petit sas, soit pour prendre des notes, soit pour accueillir l'autre personne, ou bien je prends 1 heure parce qu'il faut prendre 1 heure, hein. Des fois, on ne peut pas laisser les personnes repartir comme ça. Il n'y a que les lacaniens qui font ça, qui coupent net. Euh, donc, j'accueille quoi, 15 à 20 personnes, 15 à 20 personnes par semaine, personne ou couple, c'est pareil pour moi, hein, c'est mon temps, que ce soit face à une personne ou un couple, c'est pareil. Et c'est à peu près ça. Et puis quand c'est de la formation, bah, c'est de la formation, hein, c'est du 35 heures de formation ou de 21 heures, ça dépend des semaines. Donc, du coup, de ce que j'entends, c'est vraiment ces deux casquettes-là, la casquette de thérapeute en cabinet et la casquette de formateur, et du coup, dans les endroits qui te sollicitent pour développer des Oui, compétences. en institution, dans le médico-social, donc des foyers, des IME, des ITEP, des hôpitaux, ça dépend des sujets. Ah, Euh, quel conseil... je te vois Pardon. fixe. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui le réseau il est chafouin. Quel conseil tu aurais à donner à un étudiant ou une étudiante qui voudrait s'orienter du coup vers ce domaine? Ok. Alors, pour un étudiant, une étudiante, et toi, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai eu une étudiante infirmière euh, qui passe le DIUSH à Nantes, et puis j'ai eu aussi une psy en première année qui voudrait peut-être devenir sexologue. Bon, elle est en première année, elle a le temps de bouger, mais c'était intéressant qu'il y a de la demande, en effet. Ce que je dirais en premier pour un étudiant, c'est de récupérer le maximum de connaissances et de courants de pensée. De pas s'arrêter, comme je disais tout à l'heure, sur un dogme, une théorie, et d'essayer d'embrasser un certain nombre d'approches différentes. Alors, évidemment, je vais parler pour ma paroisse, mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir accéder au DIU-ESH, hein, qui est le diplôme interuniversitaire de sexologie. À minima, le DU, si on ne peut pas accéder au DIU, qui est long et laborieux. Euh, et puis, de toute façon, ça sera impératif, hein, c'est de suivre une certification en sexothérapie. Parce que les diplômes universitaires, ça donne du matériel, hein, intellectuel, sûr, mais techniquement, ça donne rien pour accompagner. Il n'y a pas d'outils, ou pas vraiment. Donc, avoir des outils, les manier en sexothérapie ou en sexoanalyse, c'est quand même une bonne idée. Je proposerais aussi de clarifier sa propre histoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de venir faire quand on veut faire sexologue, hein. Euh, Ça peut être intéressant d'être clair avec sa propre histoire. Et c'est pas grave, hein. J'ai un de mes pères là qui se fait laminer régulièrement parce qu'il dit aussi, un peu comme je le dis, et lui, c'est ce qu'il a vécu, c'était terrible euh, autour de violences sexuelles, que c'est un spécialiste parce qu'il a vécu ça, et que s'il n'avait pas vécu ça, etc. Donc, eh ben, bien au contraire, c'est pas grave, hein. Du moment qu'on s'en sort, on sait par quel chemin on est passé. Et puis, je, je, je dirais que faut rester curieux toute la vie. Super, donc Rester, c'est rester curieux. Ouais. plein d'ouverture, effectivement. C'est pourquoi pas, allez-y, mais allez-y avec des bonnes bases, quoi.